Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À la conquête d'Internet, l'alliance du groupe Vivendi et du britannique Vodafone s'est faite. Conférence de presse des deux PDG pour cet accord majeur dans le domaine des télécommunications. Une semaine sociale agitée dans moins de 2 heures. Les premiers barrages filtrants des routiers. Mardi, le tour de la RATP, ni bus, ni métro, ni RER. En question, les 35 heures. Le prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes, le trotteur français Général Dupaumois a remporté cette 79e édition, laissant derrière l'Italien Varenne. La Comédie Française a inscrit à son répertoire la pièce de Jean-Claude Grimbert, Amorphe d'Ottenbourg, un privilège que se partagent peu d'auteurs contemporains pour une farce cauchemardesque sur la barbarie nazie. Jean-Claude Grimbert est l'invité de notre journal. Dans l'actualité de ce dimanche, les risques d'avalanche sont particulièrement importants. Appel à la prudence depuis ce matin, notamment dans les Alpes du Nord, après les récentes chutes de neige. Le manteau neigeux est fragile, le redout est général. Et c'est dans ces conditions qu'en fin de matinée, près de Thônes, 2 personnes ont été tuées, 3 autres blessées, dont une dans un état grave par une avalanche qui s'est produite au pied d'une cascade de glace que 8 personnes s'apprêtaient à escalader. Une centaine de secouristes et 2 hélicoptères se sont rendus sur place pour retrouver après plusieurs heures les corps des 2 victimes. Dans les Vosges maintenant, une 2e victime a été retrouvée ce matin ensevelie depuis la veille sous une coulée de neige. Sur place, nos correspondants Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Près de 24 heures après l'avalanche, les recherches sont enfin terminées. Épuisés, les gendarmes viennent tout juste de ramener dans la vallée le corps de la 2e victime. La dernière personne qui était ensevelie était à peu près sous 1,50 m à 2 mètres de neige. De la neige très lourde et qui descend dans des petites pentes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de distance ni beaucoup de dénivelé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de masse que ça va jusqu'en bas, quoi. Dans la station de la Schlourte, les 2 victimes, les blessés, les 3 avalanches en 24 heures ne découragent pourtant pas ces montagnards de dimanche. Il faut savoir affronter la tempête. Il faut savoir aller dans une neige qui est pourrie. Hein, on se renseigne quand même sur place pour un petit peu commencer, mais c'est... Il y a intérêt à être pris dans un coin comme ici que dans les Alpes à 3000 mètres ou 4000 mètres, on verra. Ouais, sans problème, mais faites attention. Faites attention, surtout dans le Falimont, méfiez-vous. Toute la journée, guides et gendarmes vont donc tenter de dissuader, d'expliquer, mais leurs recommandations n'y feront rien. Ils ont eu l'information comme nous, maintenant ça veut prendre des précautions. On ne peut pas les empêcher de partir. Non. Sur cette neige, rendue fragile par le redout, des dizaines d'adultes et d'enfants vont se lancer dans la tempête. La moyenne montagne est tout aussi dangereuse que la haute montagne, justement parce qu'elle est très accessible. Et de plus en plus, on ira vers ce type d'accident parce que, en particulier, je pense à cause de la raquette. La raquette, c'est quelque chose qui est très démocratique, qui est très facilement accessible. Accessible, mais pas toujours sans risque. Là-haut sur les crêtes, le vent souffle à plus de 100 km/h et des tonnes de neige menacent de s'abattre sur les imprudents, car avec cette météo, les avalanches vont continuer encore. Ce week-end dans les Vosges, 2 touristes belges y ont laissé leur vie. Venons-en à cet accident de car en Savoie. À bord, 53 touristes néerlandais qui redescendaient de la station de ski des Menuires lorsque le véhicule est tombé dans un ravin. L'accident aurait pu être bien plus dramatique encore, mais le car, fort heureusement, a été freiné dans sa chute par un rideau d'arbres. Le bilan est lourd. Malgré tout, une personne tuée, 10 autres sont blessés, dont 2 grièvement. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Le bilan de cet accident, déjà dramatique, aurait pu être catastrophique. 53 jeunes Hollandais se trouvaient à bord de cet autobus quand ce dernier, suite à une glissade, a basculé dans le ravin. Par miracle, après quelques tonneaux, le bus s'est immobilisé, stoppé dans sa chute par ces arbres. La structure du véhicule a résisté, seules 2 personnes ont été éjectées, ce sont les plus touchées. Sur le coup, j'ai constaté qu'il n'y avait pas trop de blessés et que c'était surtout des chocs psychologiques où ils tremblaient, ils avaient peur, mais c'est tout. Après, bon, on s'est aperçu qu'il y en avait 2 qui étaient un peu plus blessés. Bon, après, les pompiers ont pris l'affaire en main et puis voilà, quoi. Les pompiers, mobilisés dans le cadre du plan rouge, ont eu les pires difficultés à extraire les 2 personnes éjectées qui se trouvaient coincées sous le bus. Une jeune fille de 20 ans n'a pas survécu à ses blessures. Les autres victimes, très choquées, ont toutes été hospitalisées à Moutier et prises en charge par des psychologues.
La chaussée recouverte de neige et de verglas était particulièrement glissante. Le bus hollandais n'était pas équipé de pneus neige, mais en dépit des conditions météo, les équipements n'étaient pas obligatoires hier soir. À la gare routière de Moutier, les chauffeurs de la région connaissent bien les pièges de cette route de montagne. Je pense que pour des véhicules qui ne sont pas de la région, qui ne sont pas équipés en pneus contact ou en pneus clous comme le sont les nôtres, effectivement pour des bus qui font de longs trajets sur la Hollande ou la Belgique ou l'Angleterre ou l'Allemagne, effectivement ces gens-là auraient peut-être dû se prévoir et mettre des chaînes. Une dizaine de personnes restent hospitalisées à Moutier. Les autres ont été rapatriées cet après-midi en Hollande. Autre drame de la route, cette fois-ci en Loire-Atlantique. Le choc frontal de 2 voitures près de Châteaubriand à l'Aube a provoqué la mort de 6 jeunes gens. Ils sortaient d'une discothèque non loin de là. On ignore la cause de l'accident. Le choc a été extrêmement brutal. L'un des véhicules a pris feu avec 5 personnes à bord. Une seule a pu être extraite de la voiture au moment de l'incendie. Elle est dans un état grave. L'œil du cyclone a ignoré la Réunion en passant à plus de 100 km de l'île. Le retour à la normale se fait peu à peu. L'alerte rouge a été levée. Bilan 1 mort, pas de dégâts majeurs. On a évité le pire d'après les autorités locales, même si ce soir, quelques 4500 personnes sont encore privées d'électricité. Les 2 aéroports provisoirement fermés sont à nouveau en service. À la conquête d'Internet, le nouvel Eldorado des grands groupes financiers, une véritable bataille se livre en coulisses depuis plusieurs semaines. Elle a trouvé une première conclusion aujourd'hui avec l'alliance annoncée du groupe Vivendi et du britannique Vodafone. En jeu, le marché du téléphone portable, les télécommunications, les médias et le web. Les explications de Laurent Bailly et Frédéric Basile. L'alliance scellée entre l'anglais Vodafone et le français Vivendi met fin à plusieurs semaines d'intenses spéculations. Depuis la mi-novembre, le PDG de Vivendi, Jean-Marie Messier, est présenté comme l'arbitre entre Vodafone et Mannesmann, car le géant britannique du téléphone mobile veut racheter son homologue allemand pour 900 milliards de francs. Les actionnaires de Mannesmann renaclent, alors Vodafone crée avec Vivendi, propriétaire de Canal+ et de SFR, une société commune dédiée à l'Internet et baptisée MAP. Pour Vodafone, c'est un argument de nature à convaincre enfin Mannesmann d'accepter son offre. Les actionnaires de Mannesmann vont y gagner, et cela ils le savent bien maintenant, même si le président de Mannesmann reste contre ce rapprochement avec nous. Pour le groupe Vivendi, c'est surtout l'occasion de pouvoir marier téléphone portable, télévision et Internet. À condition que Vodafone rachète bien Mannesmann, la création de MAP ouvre aux Français un marché de 70 millions d'abonnés au téléphone et à la télévision. Dans ces métiers de la communication, la dominante de Vodafone, c'est le mobile. La dominante de Vivendi, c'est la télévision et le contenu. C'est ça qui fait la complémentarité et qui justifie ce choix du partenariat Vodafone. Car de plus en plus, le mobile et le web vont être imbriqués. En 2004, selon une enquête récente, un tiers des Européens utilisera Internet via son mobile. Vivendi veut absolument figurer en bonne place sur ce marché qui s'annonce fort rentable. Au plan social, la semaine qui s'annonce promet d'être agitée, au conflit déjà en cours, souvent lié aux 35 heures. Ajoutons que le 2e volet de la loi Aubry entre mardi prochain en vigueur. Avec en point d'orgue à Paris une grève de 24 heures lancée par les principaux syndicats de la RATP. Il n'y aura donc ni bus, ni métro, ni RER. Et puis dès ce soir, en tout cas dans moins de 2 heures, les premiers barrages filtrants des routiers. Le détail avec Pascal Golomer. Les chauffeurs routiers ouvriront donc la semaine avec dès demain matin des barrages filtrants, des distributions de tracts sur des dizaines de routes et d'autoroutes, voire des blocages de raffineries ou de zones industrielles. Après les patrons, il y a 2 semaines, tous les syndicats se mobilisent à leur tour à propos de la loi des 35 heures, mais pour obtenir cette fois une hausse de la rémunération horaire. Mardi 1er février, date historique, puisque c'est le jour où les 35 heures, justement, entrent officiellement en vigueur dans toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Force ouvrière en profite pour organiser une grande journée d'action avec grève et manifestation. Mais c'est surtout la grève dans les transports en commun, à Paris comme dans la plupart des grandes villes, qui va provoquer le plus de perturbations. Une grève à laquelle se joindront les transporteurs routiers voyageurs et les ambulanciers. Les mots d'ordre, rémunération, conditions de travail et 35 heures. Le mercredi 2 sera en principe un peu plus calme. Martine Aubry rencontrera comme promis les syndicats des personnels hospitaliers pour évaluer leurs besoins. Ce qui n'empêchera pas le lendemain ces mêmes personnels hospitaliers de manifester pour demander des moyens supplémentaires.
Les agents des impôts, eux aussi, seront à nouveau dans les rues de Paris pour protester contre la réforme présentée la semaine dernière par Bercy. Voilà pour les grands rendez-vous. En attendant les imprévus, bonne semaine. Cette information pratique pour les victimes des tempêtes de décembre dernier. Vous avez jusqu'à demain minuit pour adresser vos déclarations aux compagnies d'assurance. À Paris, l'église Saint-Ambroise a été occupée quelques heures par près de 300 sans-papiers. Les hommes, femmes et enfants, majorité d'origine africaine, ont envahi l'église pendant la messe. Leur action est soutenue par diverses associations. Ils demandent leur régularisation. Après avoir obtenu l'assurance d'être reçus dans les prochains jours par un évêque, ils ont quitté d'eux-mêmes et sans intervention de la police l'église Saint-Ambroise, église qui fut la première, il y a 4 ans, à avoir été occupée par les sans-papiers au début de leur mouvement. Dominique Strauss-Kahn, mise en examen dans le cadre de l'affaire Elf, dément formellement que Mme Duval ait été sa secrétaire particulière en 1993. Il conteste donc toutes les accusations selon lesquelles il aurait demandé au groupe Elf de rémunérer Mme Duval. Dominique Strauss-Kahn affirme que c'est le Cercle de l'Industrie, association dont il fut l'un des cofondateurs, qui a employé cette personne et que ce n'est qu'en 1997 qu'elle a rejoint son cabinet. Le retour en politique d'Henri Emmanuelli. Aujourd'hui se déroulait le premier tour des élections législatives partielles dans les Landes. En direct de Mugron, nous rejoignons Laurent Hakim. Quelles sont les premières indications sorties des urnes, Laurent ? D'ores et déjà, Henri Emmanuelli retrouve l'un de ses 2 mandats, celui de conseiller général du canton de Mugron. Il est réélu ce soir avec 77,5% des voix. En ce qui concerne la législative, eh bien c'est tangent. 48% de participation, c'est inférieur au score à la participation de la cantonale. Le score sera donc très serré et il pourrait être élu dès le premier tour. On devrait le savoir d'ici une demi-heure, mais pour l'instant, c'est encore en ballottage. Merci de ces précisions, Laurent Hakim. Le président autrichien rappelle à l'ordre le leader de l'extrême droite qui, depuis hier, répond aux inquiétudes de l'Europe en attaquant nommément le gouvernement belge et Jacques Chirac. Jörg Haider estime que le président français ne sait pas de quoi il parle. Quant à la population autrichienne, selon un sondage publié ce matin, ils sont plus de la moitié à dire qu'ils ne craignent pas une coalition entre l'extrême droite et les conservateurs. Florence Mavic. C'est une drôle de danse que mène Jörg Haider sur un air malheureusement connu, celui du populisme xénophobe. Délaissant pour quelques heures les négociations entamées avec les conservateurs autour d'un programme de gouvernement, le voici hier, fêtant ses 50 ans, dans le village de Gerlitz, au cœur de la Carinthie, son fief. Famille et admirateurs enthousiastes célèbrent donc celui qui jure, la main sur le cœur, n'être pas, je cite, un diable nazi. À chacune de ses apparitions publiques, le dirigeant d'extrême droite soigne son image de marque à sa manière. La classe politique européenne en prend pour son grade, extrait choisi. Chirac est un homme politique qui a vraiment tout fait de travers ces dernières années et qui a fini par perdre les élections. Ces propos lui ont valu un cinglant rappel à l'ordre de la part du président autrichien Klestil. Demain, Haider reprendra ses tractations avec le chef du parti conservateur, Wolfgang Schüssel. Ce dernier se voit déjà chancelier et son message est clair. Je n'accepterai pas que l'Autriche soit reléguée au rang des dictatures semi-autoritaires ou qu'on lui fasse subir la clause d'exclusion de l'Union européenne, alors que personne, dans notre pays, ne remet en cause les valeurs de l'Europe. Le redouté Haider se dit bien décidé à montrer à l'Autriche, à l'Europe et au monde ce que son parti peut faire. Nous le disions, les négociations semblent se poursuivre, rendant probable l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement autrichien. Nos envoyés spéciaux Patrice Romden et Gilles Jacqui à Vienne ont écouté les réactions de la communauté juive qui compte plus de 8000 membres. Il vous accueille avec simplicité, dans un appartement dont les murs évoquent avec pudeur sa propre vie. Ici, Jérusalem, parce qu'il est juif. Là, ses parents, parce qu'ils eurent l'audace de fuir après l'Anschluss. À côté, ses copains de classe à Clermont-Ferrand, où il vécut pendant la guerre et échappa à la déportation à l'inverse de nombre de ses proches. Il considère que si l'extrême droite arrive au pouvoir, elle n'aura pas pour autant les mains libres. Si Haider est élu, tout le monde, surtout l'Europe, aura les yeux braqués sur la politique de ce gouvernement et il ne pourra pas
être libre comme on a fait avec Hitler quand on a fait la politique de Chamberlain et puis Munich et tout le reste. Ce qui meurtrit la communauté juive, c'est le silence qui entoure le passé de l'Autriche. Ce n'est que récemment que l'on a songé à ériger un monument qui rappelle les victimes autrichiennes de la Shoah. Il est en construction derrière cette bâche. 200 000 juifs avant l'Anschluss, 8 000 seulement aujourd'hui. Pour la plupart issus d'une immigration récente, ils attendent de voir. Parmi les gens qui votent Haider, il y a un risque que certains se croient tout permis. Ils vont se dire, ah, si un homme politique peut se permettre de parler comme le fait Haider, nous, on peut faire ce que l'on veut envers les étrangers. Il ne nous arrivera rien. Et ça, c'est vraiment préoccupant. La semaine qui vient s'annonce déterminante pour l'avenir immédiat de l'Autriche. Si, comme c'est prévisible, les conservateurs et Jörg Haider s'accordent sur la constitution d'un gouvernement, le président autrichien n'aura d'autre choix pour éviter une crise majeure que de laisser rentrer l'extrême droite au gouvernement, et ce, au nom du respect de la démocratie. Arrivé hier soir d'un avion militaire chilien près de la capitale britannique qui pourrait ramener au pays Augusto Pinochet, alors que demain, la Haute Cour de Londres doit faire connaître sa décision permettant ou empêchant le retour de l'ancien dictateur dans son pays. Au Chili, le nouveau président socialiste Ricardo Lagos a insisté ce matin sur le fait que Pinochet pourrait être jugé dans son pays. Aux États-Unis, c'est mardi prochain que se dérouleront les primaires du New Hampshire. C'est traditionnellement cet État qui donne le coup d'envoi des élections. Côté républicain, au coude à coude George Bush et John McCain. Dans le camp démocrate, la remontée de Bill Bradley face au vice-président Al Gore. Étienne Lénart. Une fois de plus, le casting est à l'image de l'Amérique. Entre le républicain George Bush Jr., l'actuel vice-président, le démocrate Al Gore, et leurs deux faire-valoir, l'ancien champion de basket Bill Bradley et l'ancien soldat du Vietnam John McCain, le marathon électoral peut commencer. En voici le favori. Dans la famille Bush, le fils George va tenter de suivre les traces de son père. George Bush Jr. est assis sur un trésor de campagne de 60 millions de dollars. Son plus grand handicap, sa position de favori. Je vais vous dire, la seule chose qui me fait peur, c'est que les gens se disent « ça y est, c'est joué, on n'a pas besoin de l'aider ». Moi, je les supplie d'aller voter. Dans le camp républicain, le seul à pouvoir encore espérer un improbable renversement de situation, c'est le sénateur de l'Arizona, John McCain, un ancien du Vietnam, prisonnier pendant 5 ans, qui a tout misé sur l'élection primaire du New Hampshire. Le visage le plus familier côté démocrate est celui d'Al Gore. Le vice-président américain s'est démarqué de Bill Clinton pour esquiver la lassitude de l'électorat tout en recueillant les fruits politiques d'une Amérique en plein boom. Le seul qui jusqu'ici est tenté du haut de son mètre 95 de faire un peu d'ombre à Al Gore, c'est Bill Bradley, ancien joueur professionnel de basketball qui sillonne l'Amérique dispensant un discours plutôt à gauche. Comment allons-nous faire monter dans ce train de la prospérité l'ensemble de l'Amérique, sans laisser 40% de la population sur le quai de la gare? Et ce véritable marathon électoral connaîtra donc après-demain son premier test ici dans le New Hampshire pour ne se terminer que le 7 novembre prochain, date à laquelle on connaîtra enfin le nom du successeur de Bill Clinton à la Maison-Blanche. L'actualité hippique avec le prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes. Les couleurs françaises défendues par Général du Pommeau, qui était le favori des turfistes. Ce cheval aux origines modestes a laissé sur sa route l'Italien Varenne. Reportage Christophe Tortora, Blaise Grenier. Pour trouver l'étoile du prix d'Amérique, il suffit d'interroger quelques-uns des 30 000 spectateurs présents sur l'hippodrome de Vincennes. Tous les moyens sont bons pour dénicher le futur vainqueur, classique, plus étonnant. Comme au football, les drapeaux sont de sortie. Le match d'aujourd'hui pourrait être France-Italie. Viva la France, viva Varenne! Pour le prix d'Amérique, c'est Général du Pommeau, hein, sans problème. Général du Pommeau, le numéro 17, défend les couleurs françaises. Il prend un bon départ, de quoi rassurer ses supporters. Général du Pommeau, il est bien. Il a la bonne roue, Général du Pommeau. Qui vient. On n'avait pas parlé de fils de Ref. Ouais, il rentre dans la ligne droite. Allez, maintenant, essayez, maintenant, les enfants, doucement. Ne vous emballez pas. Oh là là, il y a 2700 mètres. Reste, il prend la tête. Oh là là. Dans le dernier tournant, Général du Pommeau double Varenne. Dans les tribunes, on est aux anges. Du Pommeau, du Pommeau, du Pommeau. Oui. Et le 3 est là, dis donc.
Avec plusieurs longueurs d'avance, Général Dupaumeau s'impose, Varenne n'est que 3e. C'est la première victoire de Jules Lepelletier dans cette épreuve. J'ai même pas eu à lui déboucher les oreilles. Il a vraiment fait la différence très facilement. C'est un super cheval, c'est un champion. Général Dupaumeau ajoute 2 millions de francs sur le compte en banque de ses propriétaires. Un général qui a aussi gagné l'amour du public. Handball à Zagreb, la France termine à la 4e place du championnat d'Europe après avoir été battue par l'Espagne cet après-midi 24-23. En Haute-Savoie se tenait cette fin de semaine une compétition de chiens de traîneau comptant pour la Coupe d'Europe, 130 attelages en piste. Benoît Gadret et Olivier Jacquelat nous font le portrait de l'un de ces conducteurs dévorés par la passion. C'est comme cela avant chaque course. Les chiens hurlent en meute, pris de frénésie incorrigible jusqu'à cet instant qui les libère, celui du départ quand puissance et vélocité se conjuguent. Lionel Poncin est un des meilleurs mushers français. Sa passion le conduit chaque week-end d'hiver sur les champs de neige. Ces chiens, des huskies de race, sont pour la plupart issus d'élevages nordiques, comme l'husky qu'il est allé chercher en Laponie finlandaise. Ce que l'on achète, c'est surtout des lignées. C'est comme pour les chevaux. Nous achetons des lignées de course avec la certitude ou la quasi-certitude que le chien sera de très grande qualité. Des chiens dont la valeur peut exceptionnellement atteindre 100 000 francs. La bête et le musher font corps. La réussite est au prix d'entraînement incessant pour déterminer la meilleure place du chien dans l'attelage. Mais le chien de tête et le futur chien de tête qui est là. Et derrière, ce qu'on appelle des wheels, chiens à l'arrière, en puissance. La course est un sprint sur une distance de 8 km. Les chiens de tête reçoivent les ordres, ceux de l'arrière arrachent le traîneau, tout en puissance. Ok. La pratique du chien de traîneau est sans conteste un sport à part entière. Le musher est toujours en course pour relancer son attelage. 30 km/h de moyenne et à l'arrivée une 4e place au classement pour Lionel Poncin. Dur, hein? J'en ai bavé là. J'ai couru un maximum. Plus dur finalement pour le maître que pour ses chiens. Une simple caresse et déjà la course est oubliée. Depuis maintenant 1000 ans, la vallée d'Aoste célèbre l'artisanat traditionnel. 200 000 personnes se retrouvent ainsi pour 2 jours afin d'honorer une tradition montagnarde, celle de la foire de Saint-Ours. Sébastien Leguet, Mathieu Drejoux. Les artisans n'ont jamais la patience d'attendre l'aube. Une fois par an, depuis 1000 ans, ces sculpteurs sur bois de la vallée d'Aoste envahissent la ville quand elle dort encore. Dès 7 heures, certains amateurs déjà en repérage se pressent autour du stand de Gino Tomasset. Ils sont tous courageux aujourd'hui, s'ils ont l'idée. Celui qui n'a pas l'idée reste dans le lit. Gino expose depuis 64 ans à la Saint-Ours, cette fête qui porte le nom du saint patron d'Aoste. L'hiver, il sculpte les hommes de la montagne, ceux de son enfance. Berger, sabotier, forgeron et tant d'autres vieux métiers aujourd'hui disparus. C'est tous des travaux que j'ai vus et j'ai fait. Alors ça m'est resté imprimé. Et maintenant, il me plaît de le reproduire. À 1700 mètres, dans son hameau, Aldo Vagneur façonne des bas-reliefs. Mais cette année, même pour le 1000e anniversaire, il n'ira pas à la foire. 200 000 visiteurs annoncés pendant 2 jours, la tradition semble se perdre dans la démesure. Aujourd'hui, je préfère garder mes œuvres pour moi. Avant, à la foire, je les vendais toutes, à commencer par les plus belles. J'ai toujours regretté de les avoir vendues. Suisses et Savoyards profitent tous les ans de ce rendez-vous pour retrouver leur cousin valdotin, certes italien mais de tradition francophone. D'ailleurs, le coq est l'emblème de la foire. En acheter un porte bonheur pour toute l'année. Mais des objets plus usuels suffisent parfois à mettre l'acheteur en émoi. C'est une coupe, c'est une belle coupe en érable. On s'en servira pour les repas. Elle est magnifique. Ici, il y a des personnages sympathiques. C'est-à-dire Eh bien, si vous allez voir par exemple cet homme qui fait des paniers juste derrière, vous comprendrez tout de suite de quoi je veux parler. Qu'il soit de bois ou de chair, tous les visages de la montagne sont dans la ville pour 2 jours et 2 nuits.
Cinéma avec la sortie de Toy Story 2, plus réussi et plus performant encore que le film initial, avec comme héros le cow-boy Woody, un Lucky Luke en 3D, entouré de sa bande de jouets, c'est plein d'imagination. Pascal Deschamps, Raymond Chaplard. C'est vraiment toi! C'est moi. John Lasseter ne se déplace jamais sans Woody ou Buzz, ces deux créatures qui ont fait de lui un milliardaire et le pape de l'animation en images de synthèse. Le défi pour lui et son équipe, après l'incroyable succès du premier, était de ne pas décevoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau Toy Story est encore plus réussi que le numéro 1. Bonjour, je suis Barbie hostess. Je vous prie de garder vos mains, vos bras, vos accessoires à l'intérieur de la voiture et pas de flash, merci. Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée. Dès que vous achetez un ordinateur et que vous le rapportez chez vous, il y en a déjà un autre dans la boutique qui est 2 fois plus rapide et qui coûte moitié moins cher. Ces progrès nous donnent à nous artistes la possibilité de créer des images plus complexes. 1, il va le faire. 2, 3, vers l'infini et au-delà. Ces personnages évoluent dans un monde beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de décors. Nous avons pu créer des séquences pleines de voitures avec de la foule. C'est beaucoup plus sophistiqué. Bourré de références cinématographiques, d'action et d'humour, Toy Story est devenu un vrai film qui repousse un peu plus loin encore les limites du virtuel, tout en restant dans le cadre de la caricature et du dessin animé. Tu vas trop vite. Comment tu vois ce qui se passe sur l'écran? C'est un peu comme si John Lasseter nous prenait à témoin. Regardez ce que je peux faire aujourd'hui, ça ressemble de plus en plus à du vrai, mais vous et moi nous savons bien que ce monde n'existe pas. C'est dingue. L'événement théâtral avec à la Comédie Française l'entrée au répertoire de Jean-Claude Grimbert, un honneur ou du moins un privilège accordé à très peu d'auteurs contemporains de leur vivant. Celui qui a multiplié les récompenses et les Molières, que vous connaissez notamment pour l'une de ses pièces phares, L'Atelier, Jean-Claude Grimbert, qui est notre invité, présente à la Comédie Française une fable où se mélangent le rire et le cauchemar sur fond de barbarie nazie. Amorphe d'Ottenbourg, une pièce écrite il y a 30 ans et incroyablement d'actualité ces jours-ci. Michel Strulovici, Patrick Voix. C'est un auteur étincelant qui entre au répertoire de la Comédie Française. Avec Jean-Claude Grimbert, le bruit et la fureur de notre époque font irruption dans le temple des grands classiques. Ambiance feutrée pour cet alchimiste des mots, jouant de son histoire personnelle pour écrire celle du siècle. Ainsi, de ses années d'apprentissage, il fit la trame de sa plus célèbre pièce, L'Atelier, d'où les machines à coudre. C'est un objet un peu fétiche pour moi, quoi. Mais j'étais très mauvais à la machine. J'y arrivais pas, quoi. Parce que je parlais en même temps. Et je parlais avec les mains. Alors les patrons me disaient, mais non, il faut tenir le vêtement. Et moi... Et les Molières, il les collectionne avec humour dans sa cuisine. Ils sont là à l'abri de la lumière, des regards. À la Comédie Française, avec son complice, Jean-Michel Ribes, ils nous font vivre un conte à frémir debout. Viens manger la choucroute. Cessez donc de lui parler ainsi. Il était une fois donc dans un royaume imaginaire, roi, reine, prince, princesse et même un amoureux de la belle. Pour que j'étais, soleil, princesse, déesse de mes rêves et de mes désirs les plus secrets. Oh, allons voir de ce pas votre père et marions-nous sur l'heure. Un conte, mais un conte noir. Car nous sommes au royaume des assassins. Ici, l'on extermine au nom de l'efficacité. Il a supprimé purement, simplement et radicalement toute bouche inutile. Le conservant, dans sa sagesse extrême, que les serfs valides en âge de travailler, et les hommes d'armes, indispensables à la vie d'un État, et seuls capables d'y faire régner ce climat de peur, sans lequel il n'y a pas de véritable
productivité. Pour Jean-Claude Grimbert, les barbares hantent l'histoire et le crime pourchasse toujours l'innocence. Jean-Claude Grimbert, bonsoir. Vous rentrez Bonsoir. donc au répertoire de la Comédie Française. Alors l'incontournable question, forcément un sentiment de fierté, de satisfaction, ce serait quand même normal. De satisfaction, oui, 30 ans après, Amorphe avait été créé par la troupe du Français à l'Odéon sans être entré au répertoire. Donc j'ai une longue histoire avec la Comédie Française, mais c'est vrai que le fait d'être au répertoire, je l'ai senti même dans mon corps, même si je me disais, bon, bah, c'est comme ça, c'est un théâtre comme un autre. J'étais très angoissé, et j'étais très... Voilà. Une pièce comme Amorphe, où il y a beaucoup de personnages, surtout comme l'a monté Jean-Michel Ribes, avec une richesse, une invention, une folie, il fallait un grand théâtre. Donc, Alors le théâtre, quel mérite en fait, c'est ça que vous dites. Non, bien, non, si on veut la rejouer, on ne peut pas la jouer au théâtre de poche, quoi. On ne peut pas. Voilà. Bon, on vous aura compris. C'est un conte, on le disait, un conte où le cauchemar est présent comme dans tous les contes. Est-ce qu'il y a beaucoup des terreurs de l'enfant que vous avez été dans cette pièce? Je pense, oui. 30 ans après l'écriture, j'ai l'impression que ça raconte voilà, ces cris poussés dans la nuit, mon frère, que nous poussions, mon frère et moi, au retour de zone libre, sans savoir, voilà, la bête était encore là, la bête dans nos nuits, sans doute, continuait à nous pourchasser. Et je pense que, hélas, la bête pourchasse constamment. En effet, on a envie d'en parler évidemment avec la situation en Autriche. On a l'impression que ça réactualise d'ailleurs sans cesse vos écrits. Oui. J'ai envie de poser cette question aussi bien à l'auteur qu'au citoyen que vous êtes, mais aussi à la victime de la déportation que vous avez subie, en tout cas à travers celle de votre père. Que vous inspire la situation en Autriche aujourd'hui? Ça me fait penser à Thomas Bernhard, qui était un grand dramaturge autrichien qui est mort il y a quelques années, et qui, dans ses pièces, nous disait « les Autrichiens sont des nazis ». Alors on riait, voilà, c'était exagéré. Eh bien, il y a 50% d'Autrichiens qui, sans se dire nazis, acceptent l'idée que, voilà, que dans cette patrie, dans ce creuset du nazisme, puisque Hitler est autrichien, Eichmann est autrichien, c'est quand même... Et voilà, c'est une sorte de petites bourgades où les gens chantent, mangent des saucisses, et c'est présenté, voilà, comme voilà, c'est sans doute ça qui m'a inspiré, voilà, parce que dans vos pièces, c'est ça, c'est-à-dire qu'on chante la vie va, et en même temps, c'est l'indifférence. C'est plus une insulte. Je vois pas un danger. C'est plus le mépris, l'insulte, et surtout l'effarement devant l'absence d'analyse de leur propre situation. Alors, voilà. C'est ça qui est effrayant. Justement, Jörg Haider disait, en tout cas lui dit que la plupart de son électorat a moins de 30 ans, et on a l'impression que ça justifie le travail de mémoire auquel vous participez sans cesse. Mais oui, je pense qu'il faut raconter les histoires, qu'il faut sans cesse redire les choses, montrer à travers, d'une manière théâtrale, mais ne pas être là que pour l'oubli, ne pas être là que pour la distraction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce plaisir du théâtre, mais qu'en même temps, qu'on sache qu'on est responsable aussi de l'avenir. Et justement, il faut que les jeunes puissent entrer dans leur propre histoire. On a le sentiment d'ailleurs dans vos pièces et dans vos dires en fait que vous dénoncez davantage l'indifférence, le laisser-faire. C'est-à-dire qu'on regarde et puis on laisse faire sans broncher. Et c'est vrai dans vos pièces, on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, Amorphe. Voilà, c'est ça le plus inquiétant pour l'avenir. Alors, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de vous. Vous avez quitté l'école très tôt, je crois à 14 ans. Vous avez commencé le théâtre aux Jeunesses communistes. Oui. Et je me demandais qu'est-ce qui vous y avait amené. Est-ce que c'était le plaisir des mots, d'écrire, ou est-ce que c'était le besoin de dire les choses? C'était pour fuir la solitude. C'était pour avoir des amis. Quand je suis entré dans ce qui était les Jeunesses communistes à l'époque, qui s'appelait l'UJRF, on m'a proposé deux formes d'activité. L'une, c'était de coller des affiches
de distribuer des tracts, mais on pouvait prendre des coups, et j'avais des grosses lunettes à l'époque, et l'autre c'était de faire du théâtre. Alors j'ai choisi de faire du théâtre. Voilà. Qu'est-ce qui reste en vous du petit tailleur, du jeune homme que vous avez été? Beaucoup de choses, surtout les gens que j'ai rencontrés, surtout les gens dans les ateliers. J'ai fait 18 ateliers comme apprenti, j'étais très mauvais, j'étais très dissipé, j'arrivais en retard parce que le soir on répétait. Mais les gens que j'ai rencontrés dans ces ateliers, les histoires, les vies, voilà, les vies. Une dernière question. Qu'est-ce que la vie vous a apporté? Votre destin était plutôt tragique, en tout cas au départ. Qu'est-ce qui vous a tendu la main? Je crois que c'est les rencontres. C'est au théâtre, il faut des rencontres. C'est-à-dire que c'est la joie de travailler avec des gens extraordinaires. Là, je travaille avec Jean-Michel Ribes. C'est un plaisir constant d'être avec une grande troupe. Voilà. C'est vrai que par le biais du théâtre, j'ai fait énormément de rencontres. Voilà. Et vous vous êtes construit, sinon reconstruit. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. C'est ainsi la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres à la conquête d'Internet, l'alliance du groupe Vivendi et du britannique Vodafone. C'est fait, conférence de presse des deux PDG pour cet accord majeur dans le domaine des télécommunications. Une semaine sociale agitée. Dans moins d'une heure et demie, les premiers barrages filtrants des routiers. Mardi, la RATP, ni bus, ni métro, ni horaire. En question, les 35 heures. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. 20h55, un monde parfait avec Kevin Costner et Clint Eastwood. À 23h20, les documents du dimanche. Christophe Ondelat revient sur le marché parallèle des faux médicaments. Minuit 40, le dernier journal, présenté par Laurence Ostolazza. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Raymond Barre en direct du Forum économique de Davos. À 13h, vous retrouvez Carole Gessler et Rachid Arabe. Et puis à 20h, bien sûr, Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.